Il était l'héritier d'un empire de la mode, un prince piégé dans une cage dorée, contraint d'observer en silence la cruauté de sa famille. Chaque jour, il voyait la dignité de ses employés bafouée par l'arrogance de sa mère, mais la peur et le poids de son nom faisèrent de lui un complice silencieux. Tout changea le jour où il la vit, une jeune et humble domestique, forcée de s'agenouiller, humiliée pour une tâche sur un tapis. À cet instant, en voyant ses larmes silencieuses, une fureur, longtemps réprimée, explosa en lui. Il ne le savait pas encore, mais en choisissant de la défendre, il choisissait de détruire son monde pour en construire enfin un véritable. Le Palazzo Mancini, au cœur de Milan, n'était pas une maison, mais une déclaration de pouvoir. Les sols en marbre poli reflétaient les portraits d'ancêtres sévères, dont les yeux peints semblaient juger chaque souffle. Dans ce royaume d'opulence et de froideur, la comtesse Béatrice Mancini régnait d'une main de fer. Pour elle, les domestiques n'étaient pas des personnes, mais les rouages d'une machine parfaite, à remplacer au premier signe d'imperfection. Son fils, Marco, évoluait dans ce monde comme un exilé. Ses yeux de photographe voyaient la beauté stérile qui l'entourait, mais son âme aspirait à quelque chose d'authentique, une parcelle de chaleur humaine dans ce mausolée de richesse. Avant de découvrir comment un acte de rébellion changera à jamais le destin de deux âmes, je vous demande un petit geste. Si ces histoires vous touchent, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes si proches de notre rêve de 1000 abonnés et votre aide serait un cadeau immense. Que Dieu vous bénisse. L'incident était banal, presque ridicule dans sa petitesse. Une goutte de café, tombée de la tasse d'un invité distrait, avait taché le coin d'un ancien tapis de soie perçant. Pour la comtesse Béatrice, ce n'était pas une tâche. C'était un affront personnel, une imperfection dans son monde parfait. Et la faute, bien sûr, retomba sur la nouvelle venue, Sofia Moretti. Incompétente. Souillon, siffla la comtesse, sa voix cinglant l'air comme un fouet. Penses-tu que nous te payons pour ruiner des trésors qui valent plus que toute ta misérable vie? À genoux, nettoie-la, et je veux que tu utilises ça. Elle jeta à ses pieds une petite brosse dure, inadaptée et humiliante. Devant les autres domestiques, contraints d'assister dans un silence chargé de honte, Sofia s'agenouilla, le froid du marbre lui pénétrant les os. Tandis qu'elle frottait, les larmes coulaient sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement, mais de rage impuissante. Chaque insulte de la comtesse était un coup porté à sa fierté, à sa dignité. Elle pensait à sa grand-mère, Nonna Elvira, au chevet de laquelle elle devait retourner ce soir-là. Elle pensait à ses livres de pédagogie, empilés près de son lit, la promesse d'un avenir différent, un avenir où personne ne pourrait plus jamais l'humilier de cette façon. Ce fut à ce moment de désolation maximale que Marco entra dans le salon. Il se figea sur le seuil, la scène qui s'offrait à lui fut comme un coup de poignard. Il vit la jeune fille à genoux, les épaules secouées de sanglots silencieux. Il vit le rictus triomphant sur le visage de sa mère, et il sentit quelque chose se briser en lui. Le silence complice, sa prison depuis 30 ans, vola en éclats. « Assez !» Sa voix tonna dans le salon, un son si inattendu et chargé de colère qu'il fit sursauter tout le monde. La comtesse se retourna choquée, offensée par cette rébellion inouïe, mais Marco ne la regardait pas, ses yeux étaient fixés sur Sofia. D'un pas décidé, il traversa la pièce, ignorant le regard furieux de sa mère. Il s'agenouilla à côté de Sofia, un geste qui défiait toutes les règles non écrites de cette maison. Il lui prit délicatement la main, lui retirant la brosse. Puis, il l'aida à se relever. Debout, face à sa mère, avec Sofia à ses côtés, il prononça les mots qui allaient mettre le feu à son monde. « C'est un être humain, dit-il, sa voix froide comme la glace. Pas un objet sur lequel tu peux t'essuyer les pieds. » Après la confrontation, un silence glacial s'abattit sur le salon. La comtesse se retira dans ses appartements, émanant une aura de fureur contenue, tandis que les autres domestiques s'éclipsaient, effrayés. Marco suivit Sofia, qui s'était réfugiée dans un petit cellier, essayant de se ressaisir. Il la trouva, le dos appuyé contre une étagère, les mains pressées contre sa bouche pour étouffer ses sanglots. « Je suis désolé, » dit-il maladroitement. « Ma mère, parfois, elle ne se rend pas compte. » Sofia essuya ses larmes d'un geste vif et fier. Elle ne voulait pas de sa pitié. « Vous ne devriez pas être désolé, monsieur, » répondit-elle, sa voix encore tremblante mais chargée d'une dignité blessée. « Ce n'est pas votre faute si vous êtes né dans cette maison. » Ces mots, au lieu de l'absoudre, le frappèrent
comme une gifle, révélant l'abîme qui les séparait et sa silencieuse complicité. La vie de Sofia était un monde loin des marbres et des tapisseries du Palazzo Mancini. Chaque soir, elle quittait ce royaume de froide opulence pour retourner dans son petit 2 pièces d'un quartier ouvrier, un nid rempli d'un amour fragile et tenace. Là, l'attendait Nonna Elvira, assise dans son fauteuil usé, ses mains noueuses tremblant légèrement. L'air sentait le camphre et la soupe, et sur la table de chevet se trouvait une rangée de flacons de médicaments coûteux, chacun un petit monstre qui dévorait le salaire de Sofia, chaque sourire qu'elle parvenait à arracher à sa grand-mère, chaque histoire qu'elle lui lisait avant de dormir, était sa véritable richesse. Et quand sa grand-mère s'endormait, Sofia ouvrait ses livres, étudiant jusque tard dans la nuit, nourrie par l'espoir désespéré que l'éducation était la seule échappatoire à une vie passée à genoux. Marco, pendant ce temps, vivait sa captivité dorée. Il se sentait comme un imposteur, un parasite vivant du luxe généré par un empire qu'il ne voulait pas, un luxe qui donnait à sa mère le pouvoir d'être cruel. Sa seule véritable passion était la photographie. Dans l'obscurité de sa chambre noire, il développait des images en noir et blanc d'un Milan que sa famille refusait de voir. Les visages des ouvriers, les mains ridées des personnes âgées, les sourires des enfants de banlieue. C'étaient des portraits d'une humanité authentique, celle qu'il cherchait désespérément et qu'il ne trouvait jamais entre les murs de sa maison. L'humiliation de Sofia était devenue pour lui une image indélébile, un rappel constant de sa propre lâcheté et du vide moral de son existence. Décidé à ne plus être un spectateur, Marco chercha un moyen de lui parler à nouveau, loin des oreilles indiscrètes. Il la trouva dans la grande bibliothèque, alors qu'elle époussetait avec soin de vieux volumes. « Ce jour-là, je n'ai pas fini de parler, » lui dit-il, la voix plus basse. « J'aimerais vous aider. » Sofia le regarda avec méfiance. L'aide des riches, avait-elle appris, avait toujours un prix. « Je vous remercie, mais je n'ai besoin de rien, » répondit-elle avec une froide politesse. Mais il insista, avec une sincérité qui la décontenança. « J'ai vu vos yeux. Je vois la même fatigue que je vois chez ma grand-mère. S'il vous plaît, laissez-moi faire quelque chose. » À ces mots, les défenses de Sofia s'effondrèrent et elle lui raconta tout. La maladie de Nonna Elvira, les médicaments, son rêve de devenir enseignante. La décision de Marco fut instantanée, mais il choisit d'agir dans l'ombre, sachant qu'une aide manifeste n'aurait fait qu'humilier Sofia et déchaîner la fureur de sa mère. Le soir même, il passa un coup de téléphone. Le lendemain, une infirmière privée se présenta à la porte de Sofia, expliquant qu'elle faisait partie d'un nouveau programme d'aide à domicile gratuite d'une association caritative. Nonna Elvira reçut enfin les soins dont elle avait désespérément besoin. Quelques jours plus tard, Marco laissa un paquet enveloppé de papier ordinaire sur un banc dans le jardin du palais, sachant que Sofia s'y asseyait pendant sa pause. À l'intérieur se trouvaient les manuels de pédagogie et de sciences de l'éducation, les plus récents et les plus chers. Il n'y avait pas de mots. Sofia avait l'impression de vivre un rêve. La santé de sa grand-mère s'améliora visiblement et les livres étaient un trésor qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. Elle n'était pas stupide. Elle savait que des coïncidences aussi parfaites n'existaient pas. Elle commença à regarder Marco avec des yeux différents. Pendant le service à table, leurs regards se croisaient un instant et dans ce bref contact, ils échangeaient un secret silencieux. Sa gratitude était une chaleur qui l'enveloppait et son admiration pour elle, pour sa force et son âme indomptable, se transformait lentement en quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Il tombait amoureux de sa dignité. Mais la comtesse Béatrice n'était pas aveugle. Elle remarqua le changement chez son fils, une nouvelle lumière dans ses yeux, une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. Et elle remarqua la façon dont cette lumière s'allumait chaque fois que la domestique entrait dans une pièce. Sa colère face à la rébellion de son fils se mua en une jalousie haineuse. Cette fille de rien ne se contentait pas de défier son autorité. Elle volait l'affection et la loyauté de son héritier. Elle décida qu'elle devait être écrasée, éliminée. Elle entama une guerre psychologique faite de critiques constantes, de tâches impossibles, d'objets de valeur égarés qui réapparaissaient comme par magie après avoir insinué le doute sur son honnêteté. Marco, cependant, n'était plus un observateur passif. Il voyait la stratégie cruelle de sa mère et commença à la contrer. Si une boucle d'oreille disparaissait, c'est lui qui la retrouvait
par hasard, s'excusant de sa distraction. Si une tâche était trop lourde, il intervenait avec une excuse, demandant à Sofia de l'aider pour autre chose. Il devint son bouclier silencieux, un protecteur invisible. Chaque petit acte de défense était une déclaration de guerre à sa mère, et la tension au Palazzo Mancini devint presque irrespirable. La maison se divisa en deux factions silencieuses, avec la comtesse d'un côté et Marco et Sofia de l'autre. Une nuit, il la trouva dans la grande cuisine déserte, penchée sur ses livres, la lumière d'une petite lampe éclairant son visage concentré. Il s'approcha en silence. « Comment vont les études ?» demanda-t-il. Elle sursauta, surprise. « Bien, merci », répondit-elle en fermant le livre, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose d'interdit. « Ces livres sont merveilleux. Merci. » Ce fut la première fois qu'ils reconnaissaient ouvertement leurs secrets. Ils restèrent à parler à voix basse pendant près d'une heure, non plus comme maître et servante, mais comme deux âmes sœurs qui avaient trouvé l'une en l'autre une oasis inattendue d'authenticité. La comtesse, passant par hasard dans le couloir, entendit leur voix basse. Elle s'arrêta, cachée dans l'ombre, et les observa. Elle vit l'intimité dans la façon dont ils se parlaient, la tendresse dans le regard de son fils, et elle comprit que ces petites vexations ne suffiraient pas. Pour détruire ce lien, pour ramener son fils sous son contrôle, il fallait une attaque frontale, une arme qui ne laisserait à Sofia aucune échappatoire. Cette nuit-là, tandis que son fils découvrait l'amour, elle planifia sa ruine. Et elle décida de la frapper là où elle savait que ça ferait le plus mal, en menaçant la seule chose que Sofia aimait plus que son propre rêve, sa nonna Elvira. La comtesse Béatrice attendit le moment parfait pour lancer son attaque, un moment où l'humiliation de Sofia serait publique et dévastatrice. Elle le trouva lors d'une somptueuse réception organisée au Didier Palais pour célébrer un nouveau partenariat commercial, devant toute l'élite financière et de la mode de Milan. Ce soir-là, Sofia travaillait avec une efficacité silencieuse, mais son cœur était plus léger. La santé de sa grand-mère était stable, ses études progressaient, et les moments volés à parler avec Marco étaient devenus son secret le plus précieux. Elle ne remarqua pas les regards glacials que la comtesse lui lançait, ni le piège qui était sur le point de se refermer. Au milieu de la soirée, la comtesse demanda l'attention de tous en tapotant une cuillère en argent contre un verre en cristal. Un silence chargé d'attente s'abattit sur le salon orné de fresques. « Chers amis, » commença-t-elle, la voix tremblante d'une fausse émotion, « je vous prie de m'excuser pour cette interruption, mais une chose terrible est arrivée. Un héritage de famille, un bracelet en diamant ayant appartenu à ma grand-mère, a disparu de mon coffret à bijoux. » Un murmure de choc se propagea parmi les invités. La comtesse laissa la tension monter, puis son regard se posa avec une tristesse calculée sur Sofia, qui servait des amuse-gueules dans un coin. « Je ne voudrais accuser personne, » continua-t-elle, « mais dernièrement, des choses étranges se passent dans cette maison. » Les insinuations étaient claires. Tout le monde se tourna pour regarder Sofia, qui se sentit nue sous le poids de centaines de regards accusateurs. Elle pâlit, le plateau tremblant dans ses mains. Marco, qui se trouvait de l'autre côté de la pièce, se fraya un chemin à travers la foule, le visage un masque de fureur. « Mère, que fais-tu » siffla-t-il. Mais la comtesse l'ignora. « Pour lever tout doute, » annonça-t-elle d'une voix ferme, « j'ai déjà appelé les autorités. Elles vont contrôler les chambres et les effets personnels de tout le personnel. » C'était un coup d'échec et mat. Elle savait que même s'il ne trouvait rien, le soupçon entacherait Sofia pour toujours, rendant impossible pour Marco de continuer à la protéger. Avant que la police déjà alertée et attendant dehors ne puisse entrer, Marco s'interposa. Le moment qu'il avait redouté toute sa vie était arrivé. Il devait choisir. D'un côté, le nom de sa famille, son héritage, la vie tranquille. De l'autre, une jeune fille innocente, sa dignité et la femme dont il était éperdument amoureux. Son tourment intérieur, sa lutte contre sa propre lâcheté, prit fin à cet instant. Il regarda le visage terrifié de Sofia et y vit non seulement son innocence, mais son propre avenir, sa seule chance d'une vie véritable. Et il choisit. « Arrêtez tout », dit-il, sa voix résonnant avec une autorité que personne ne lui avait jamais entendue. Il s'adressa non pas à sa mère, mais aux invités, aux témoins de cette exécution publique. Aucun bracelet n'a été volé ce soir. Il se retourna et fixa sa mère avec un regard qui était un mélange de pitié et de mépris glacial. La voleuse dans cette maison
n'est pas cette jeune femme. La véritable voleuse, c'est la pauvreté d'esprit. C'est la cruauté vêtue de soie qui s'amuse à piétiner les plus faibles. Un silence de mort tomba sur la pièce. La comtesse le regardait, incrédule, son plan s'effondrant sous ses yeux. « Toute ma vie, » continua Marco, sa voix se brisant d'émotion, « j'ai vécu dans une cage dorée, acceptant en silence un système basé sur l'apparence et l'arrogance. Mais ce soir, cette farce est terminée. » Il s'approcha de Sofia, qui le regardait les larmes, aux yeux non plus de peur mais d'incrédulité. Il lui prit la main, un geste public définitif qui défiait toutes les conventions de leur monde. « Je choisis la dignité. Je choisis la bonté. » Puis il s'adressa directement à elle, ignorant tous les autres, comme s'ils étaient les deux seules personnes dans la pièce. « Ton rêve d'enseigner, Sofia, ton désir de construire quelque chose de beau, vaut plus que n'importe quel objet, n'importe quel palais, n'importe quelle fortune dans cette ville. » Sans lâcher sa main, il se tourna de nouveau vers la foule stupéfaite et vers sa mère, qui le regardait maintenant avec une haine pure. « Ceci n'est plus ma maison. Vous pouvez garder vos palais, vos titres et vos bijoux. J'ai trouvé mon trésor. » Puis il se pencha vers Sofia et lui murmura « Partons d'ici. » Et ensemble, main dans la main, ils traversèrent le salon, passant au milieu des invités pétrifiés, et sortirent du Palazzo Mancini, laissant derrière eux non seulement une fête gâchée, mais toute une vie de mensonges. Sous le regard stupéfait de Milan, l'héritier qui avait renoncé à son royaume marchait vers un avenir incertain, mais pour la première fois, il se sentait vraiment riche et libre. La comtesse n'abandonna pas. Furieuse de l'humiliation publique, elle contre-attaqua. Le lendemain, un avis d'expulsion fut livré à l'appartement de Nonna Elvira. Le propriétaire, un vieil ami de la famille Mancini, avait reçu un appel téléphonique persuasif. Sofia était désespérée. Elle avait trouvé l'amour et la liberté, mais à quel prix? Elle risquait de voir sa grand-mère, fragile et malade, jetée à la rue. Mais elle ne connaissait pas encore la détermination de Marco. Il ne se laissa pas démonter. Puisant dans un fonds en fiducie personnelle que sa mère ne pouvait pas toucher, il ne se contenta pas de louer un nouvel appartement pour Sofia et sa grand-mère, plus grand, plus lumineux et sans barrières architecturales, mais il engagea une action en justice contre sa mère pour harcèlement et fausses accusations. La bataille juridique fut brève et brutale. Marco ne voulait pas l'argent de sa mère. Il voulait une ordonnance restrictive lui interdisant de s'approcher de Sofia et de sa grand-mère. Face aux preuves accablantes et aux témoignages d'autres domestiques, qui, encouragés par le courage de Marco, décidèrent enfin de parler, la comtesse fut contrainte à un humiliant accord à l'amiable. Elle fut vaincue, non par le pouvoir de l'argent, mais par le pouvoir de la vérité. Enfin libéré de son influence toxique, Marco put se consacrer à la construction de sa nouvelle vie. Son ancienne vie était terminée, mais sa vraie vie venait de commencer. Il s'installa dans le nouvel appartement, avec Sofia et Nonna Elvira. Un monde loin du luxe mais débordant d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Il redécouvrit sa passion pour la photographie, la transformant d'un passe-temps secret en une profession. Sofia, avec son soutien et son amour, s'inscrivit à l'université, dévorant les livres, chaque page un pas vers son rêve. Ils prirent soin l'un de l'autre, pensant les blessures que le monde et leur famille leur avaient infligées, découvrant que la vraie maison n'est pas un lieu fait de murs, mais un espace construit sur la confiance et le respect mutuel. Un soir, alors que Nonna Elvira dormait paisiblement dans sa nouvelle chambre, Marco et Sofia étaient assis sur le petit balcon, regardant les lumières de la ville. « Tu as tout abandonné. Pour moi, » murmura-t-elle, la culpabilité la tourmentant encore parfois. Marco lui prit le visage entre ses mains. « Faux, » dit-il en la regardant dans les yeux. « J'ai abandonné le néant pour tout avoir. » Et il l'embrassa, un baiser qui n'était pas seulement de la passion, mais une promesse. La promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble, un avenir où la valeur d'une personne ne serait plus jamais mesurée par son compte en banque, mais par la grandeur de son âme. Ils avaient perdu un palais, mais ils avaient gagné le monde entier. Aimez-vous cette histoire? Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup de gens ne laissent pas de like et cela nous attriste beaucoup. Nous comptons sur votre aide. Maintenant, continuons avec la vidéo. La rupture avec sa famille fut une coupure nette et libératrice. Marco, pour la première fois, respirait un air qui n'était pas vicié par l'hypocrisie. Utilisant les ressources de son fonds en fiducie personnelle, il créa un nid douillet pour sa nouvelle famille.
L'appartement qu'il choisit pour Sofia et Nonna Elvira était lumineux et accueillant, un monde aux antipodes de la magnificence sombre du Palazzo Mancini. Il s'assura que la grand-mère bénéficiait des meilleurs soins médicaux, transformant son anxiété pour sa santé en une routine sereine de contrôle et de thérapie. Voir le soulagement et la gratitude dans les yeux de Sofia était pour lui une récompense plus grande que n'importe quel profit que l'empire familial n'ait jamais généré. Sa richesse, autrefois source de culpabilité, était devenue un outil pour créer du bonheur et de la sécurité. Libéré des chaînes des attentes, Marco se plongea dans sa véritable passion. Il raccrocha ses costumes de créateur et empoigna son appareil photo. Il se mit à voyager à travers l'Italie, non pour les affaires, mais pour capturer l'âme de son pays. Ses photographies, brutes, émouvantes et profondément humaines, obtinrent une reconnaissance quasi immédiate. Il n'était plus l'héritier des Mancini. Il était Marco, le photographe, un artiste qui trouvait la noblesse non pas dans les palais, mais dans les visages des gens ordinaires. Sofia, pendant ce temps, s'épanouissait. À l'université, son intelligence et son empathie la firent briller. Elle n'était pas seulement une étudiante, elle était une future enseignante née, dont la passion pour l'éducation était alimentée par sa propre soif de justice et de rédemption. Leur amour s'approfondit, devenant un partenariat basé sur le soutien mutuel. Il l'encourageait tard dans la nuit avant un examen. Elle était la première à qui il montrait ses nouvelles photographies, ses yeux étant la critique la plus honnête et la plus aimante. Ensemble, ils prirent soin de Nonna Elvira, dont la santé s'améliorait de jour en jour, nourrie non seulement par les médicaments, mais aussi par la joie de voir sa petite fille enfin heureuse et accomplie. Ils avaient construit une routine faite de petites choses, des dîners, cuisinés ensemble, des promenades au parc, la lecture d'un livre le soir. Ils avaient découvert que la véritable richesse n'était pas l'absence de problèmes, mais la certitude d'avoir quelqu'un avec qui les affronter. 4 ans plus tard. Nous sommes dans la salle de classe d'une école primaire d'un quartier populaire de Milan. La pièce est une explosion de couleurs, les murs couverts de dessins et d'alphabets. Sofia est au centre de tout, sa voix chaude et rassurante lisant une histoire à une classe d'enfants suspendue à ses lèvres. Son visage est radieux, sa posture n'est plus courbée, mais droite et assurée. Elle n'est pas seulement maîtresse Sofia, elle est un phare d'espoir dans ce petit univers. Sur le pas de la porte, appuyé contre le montant, se trouve Marco. Il a un appareil photo autour du cou, mais il ne prend pas de photos. Il regarde simplement, les yeux remplis d'un amour et d'une fierté si profonds qu'ils sont presque palpables. Plus tard dans la journée, nous les retrouvons dans leur appartement, maintenant rempli de livres et de photographies accrochées au mur. Nonna Elvira, en excellente santé, met la table en fredonnant une vieille chanson napolitaine. Il y règne une atmosphère de normalité chaotique et heureuse. Ils n'ont pas bâti un empire, mais ils ont créé un monde où la dignité n'est pas un privilège, mais un droit, et où l'amour n'est pas un contrat, mais un choix quotidien. Leur histoire est devenue un témoignage silencieux du fait que la véritable noblesse ne s'hérite pas, mais se conquiert par des actes de courage, et que la plus grande fortune n'est pas celle que l'on possède, mais celle que l'on construit ensemble, brique par brique, sur le terrain solide du respect et de la bonté. Croyez-vous qu'il soit possible de renoncer à la richesse matérielle pour trouver le vrai bonheur? Laissez un like si vous pensez que la dignité d'une personne n'a pas de prix. Abonnez-vous pour d'autres histoires où le cœur choisit la justice plutôt que le privilège. Commentez « L'amour est la vraie richesse » si vous croyez aussi au courage de tout recommencer.